Alors, vous avez compris que le canal atrioventriculaire, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est que sur quel patient? La plupart des canaux, des CAV complets, sont des enfants qui sont trisomiques. Et ça rajoute énormément de difficultés. Pour le chirurgien, la réparation ne change pas grand-chose. Par contre, pour nous, dans la prise en charge de l'anesthésie et la suite de réanimation, le fait qu'ils soient des petits trisomiques, ça augmente beaucoup les complications potentielles. Et on va parler de ça. Alors, vous avez compris qu'on est dans le cadre d'un shunt gauche-droit à deux niveaux, au niveau auriculaire, mais aussi au niveau ventriculaire. Donc, c'est un shunt très conséquent qui va avoir un retentissement très fort sur le débit pulmonaire. Et donc, on a facilement des patients, lorsque leur résistance vasculaire pulmonaire après la naissance vont commencer à baisser, eh bien, ils vont charger énormément leur circulation pulmonaire. Et il est assez fréquent de voir des petits trisomiques avec une radio pulmonaire et les deux poumons bien blancs, bien chargés. Là, ça veut dire que dans la prise en charge opératoire, on aurait peut-être pu y penser quelques semaines auparavant. Alors, c'est une HTAP qu'ils vont avoir qui est mixte parce qu'ils ont de l'HTAP, dans un premier temps, c'est de l'HTAP d'hyperdébit pulmonaire, qu'on va dire pré-capillaire, aux deux niveaux. Mais elle est aussi post-capillaire puisque, vous l'avez compris, ils ont une malformation, une atteinte mitrale qui est surtout avec une fuite prédominante. Donc, tout est réuni pour faire de l'HTAP mixte sur les deux versants, avec le problème que ces enfants, si jamais on les laisse évoluer, alors c'est des choses qu'on voit quelquefois en Afrique ou dans certains pays du Maghreb quand ils étaient pris en charge tardivement, c'est que, voilà, baisse-toi, sinon on voit ta tête, voilà, c'est bon, on ne voit plus ta tête. Lorsqu'ils sont pris en charge tardivement, c'est des patients qui vont avoir le retentissement sur la vascularisation pulmonaire avec petit à petit des résistances vasculaires pulmonaires qui vont tendre à se fixer. Et si on les opère tardivement, 2 ans, 3 ans, 4 ans, eh bien, on ne va pas changer l'évolution des pressions pulmonaires. Et c'est des patients qui, tardivement, peuvent avoir des pressions pulmonaires assez conséquentes. Mais là où c'est très curieux, c'est que ce ne sont pas les patients les plus graves pour ça. Alors, il y a des travaux là-dessus pour savoir est-ce que le fait d'être trisomique fait qu'il y a une espèce de résistance à la modulation des résistances vasculaires pulmonaires sur le temps, parce qu'on a rarement des trisomiques qui développent des syndromes d'Eisenmenger après avoir eu une chirurgie. Ah oui, les petites feuilles, on peut les prendre. Je peux m'arrêter pour prendre ça. Merci beaucoup. Toujours est-il que ces patients, on a intérêt à les opérer relativement rapidement dans les premiers mois de la vie, entre 4, 5, 6 mois. Au-delà de 9, 10 mois, ça commence à devenir problématique. Après, il y a un autre élément qui est important, c'est qu'ils peuvent avoir des malformations associées sur la voie droite, sur la voie gauche. Et vous avez une forme qu'on rencontre, c'est le CAV phallo. Très compliqué, CAV phallo. Ben, pas tant que ça pour le réanimateur. Pourquoi? Exactement. Du coup, il y a une protection de la voie pulmonaire. Et donc, c'est une intervention bien compliquée pour le chirurgien. Il va devoir réparer l'ensemble des malformations liées au CAV complet, plus faire une réparation sur résection de l'infundibulum pulmonaire, ouverture de la voie VDAP. Vous voyez un petit peu la durée du clampage. C'est vraiment un gros chantier pour le chirurgien. Mais l'anesthésiste, même pas mal. Derrière, on se dit, au moins, j'aurai pas d'HTAP. Ce malade, il est protégé. Et donc, d'autant que l'ouverture pulmonaire, elle va être relativement contrôlée par le chirurgien. Oui. Oui, mais si vous faites l'ouverture pulmonaire et qu'en plus vous avez une bonne chirurgie, vous avez quand même des problèmes d'HTAP et tout ça? Non, parce que l'HTAP, c'est une dysfonction endothéliale qui se crée parce que les vaisseaux supportent un hyperdébit en postnatal pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Et donc,
on fait une chirurgie avec une CEC qui va durer longtemps et on va avoir le retentissement de la CEC sur l'endothélium pulmonaire anormal du fait de l'hyperdébit. Mais lui, il ne l'a pas puisque les poumons sont protégés. Donc, la seule chose qu'il ait, c'est une relative HTAP post-capillaire liée à la fuite. Mais ça, c'est modéré et ensuite, ça s'adapte très vite. Oui, c'est s'il y avait une malfaçon. Hein, si jamais il reste une fuite mitrale, une CIV résiduelle, bien sûr, là, vraiment, la protection pulmonaire, elle est parfaite. Il y avait une sténose infundibulaire pulmonaire, poumon protégé, parfait. Hein. Donc c'est pour ça que quelquefois ça impressionne les gens, l'association des deux malformations, mais à bien y réfléchir, on se rend compte que non, ça nous a protégés. Ce qui nous est le plus grave pour le post-opératoire, c'est les risques d'HTAP. Hein. Donc rappelez-vous bien de cette situation particulière. Après, l'anesthésie, elle va donc, la prise en charge en anesthésie, elle va concerner des patients qui doivent avoir une réparation complète sous CEC, donc je vous l'ai dit, c'est entre 3, 4 mois, 6 mois, c'est des enfants entre 4, 6 kilos, hein, la période idéale, mais on a d'autres patients tout à fait particuliers. Ce sont les enfants qui vont naître, par exemple, prématurés, de petits poids, et c'est un CAV complet. Alors cela, c'est un sacré problème. Vous avez un enfant qui va naître à 1,5 kg avec un CAV complet. On fait quoi? Bah, la réparation complète, en dessous de 2,5 kg, même voire autour de 3 kg, sous CEC, elle est extrêmement compliquée. Donc, c'est des patients sur lesquels, eh bien, il faut leur proposer un cerclage. Il faut proposer un cerclage de façon à protéger les poumons. Alors, si il avait un falot, on ne ferait pas de cerclage, mais là, on va protéger les poumons avec un cerclage et on va le surveiller jusqu'à ce qu'il ait un poids correct. Alors, on a tout notre temps sous cerclage. Le seul problème, c'est qu'il va grandir avec un cerclage et qu'à un moment, ça va devenir de plus en plus serré, il va être de plus en plus désaturé et là, il va falloir aller l'opérer. Hein. Mais au moins, on gagne quelques mois pour aller à la cure complète et ça, vous pouvez vous retrouver donc à prendre en charge des patients comme ça pour un cerclage. Alors, à part le problème du petit poids, du fait du 1,5 kg par exemple, avec les difficultés de l'anesthésie, de la ventilation, la tolérance au cerclage sur ces patients-là est relativement bonne. Dans un premier temps, on ne se jette pas sur le cerclage immédiatement tant que les résistances vasculaires pulmonaires sont élevées en postnatal. Bon, il y en a pour 15 jours, 3 semaines, vous savez, mais il y a un moment où on sent bien que c'est en train de basculer, il passe en hyperdébit, et ces patients-là, surtout si des petits prémas, eh bien, c'est les réanimations néonates qui vont appeler au secours et il ne faut pas attendre. Il faut faire ce cerclage, le poser rapidement, pas trop serré, mais ça va suffire pour transformer ces malades-là. Donc là aussi, la crainte par rapport à la difficulté d'un patient comme ça, eh bien, elle est modérée parce que ce n'est pas très compliqué et la tolérance hémodynamique au cerclage est bien meilleure. Rappelez-vous le premier cours de cerclage, hein, qu'on avait fait il y a 6 mois déjà. Quand vous faites un cerclage sur un ventricule unique, ce n'est pas du tout la même chose d'un point de vue de tolérance hémodynamique que de faire un cerclage sur un cœur à 2 ventricules. Donc, même si c'est des petits poids avec une cardiopathie complexe, la tolérance est relativement bonne et donc ce n'est pas les cerclages les plus compliqués qu'on ait à faire. Donc voilà les deux situations dans lesquelles vous pouvez avoir à prendre en charge ces patients. D'une façon générale, que ce soit le tout petit préma ou l'autre, qui doit avoir une CEC, eh bien, il ne faut pas déséquilibrer ce shunt. Donc, vous allez devoir respecter la normoxie, la normocapnie, tout ce qu'on a déjà expliqué plein de fois. On reste en équilibre de façon à ne pas précipiter l'acte opératoire. Alors, quand il s'agit du petit préma qui ne va pas avoir de CEC, si vous le déséquilibrez complètement, attention, il n'y a pas de rattrapage derrière, hein, alors que le CAV qui doit avoir une CEC, si vous y prenez tellement mal qu'on doit faire de la chirurgie en urgence, bah, une fois sous CEC, on va équilibrer. Mais enfin, ce n'est pas la peine de se mettre en situation de catastrophe parce que vous auriez mal fait ça. Et là où nous, on a des problèmes, c'est qu'on va s'exposer aux particularités du petit trisomique. Entre autres, les difficultés d'intubation et puis aussi les difficultés pour prendre les abords veineux. Il est démontré, bien connu, que chez les trisomiques, l'emplacement de la jugulaire interne est légèrement, voire même franchement modifié par rapport à un emplacement anatomique normal. Donc,
l'utilisation de l'échographie pour prendre des vaisseaux en jugulaire interne a changé complètement la donne. Lorsqu'on n'avait pas ça, on avait des fois beaucoup de difficultés pour aller trouver la jugulaire interne qui n'était pas du tout en position anatomique normale par rapport à la carotide. Alors que maintenant, en repérage échographie, bon, on la cherche, on la trouve et on va pouvoir la prendre plus facilement. Donc si vous n'utilisez pas l'écho, faites-le. Hein, c'est devenu vraiment une nécessité, particulièrement sur ces patients-là. Alors, quelles sont les particularités des enfants trisomiques dans ce contexte-là? Vous voyez, 50% des trisomiques ont une cardiopathie congénitale et la plupart du temps, c'est un CAV complet. Ensuite, ils ont souvent un hypothyroïdisme qui est associé. On verra que ça a un intérêt dans le post-opératoire. Et j'avais relevé ce travail-là, depuis il n'y en a pas eu beaucoup d'autres, mais celui-là, il était quand même très conséquent parce que c'était presque 1 millier de trisomiques qui ont eu une anesthésie générale et ils avaient relevé les particularités de ces patients. Un coup court, une micrognathy, macroglossie, donc vous voyez l'intubation, elle est quand même pas très pratique, pas très facile, il faut mieux avoir des gens expérimentés qui ont déjà intubé des petits trisomiques. 25% nécessitent une sonde d'intubation d'un calibre inférieur à ce que voudrait normalement le poids de ces patients. Alors ça a des conséquences ça, hein, parce que lorsque vous allez devoir les ventiler en réanimation, alors que c'est des patients qui vont avoir des problèmes respiratoires, on va en parler, qui vont faire de l'HTAP, on aimerait pouvoir à des moments ventiler un peu plus fort. Si vous avez un calibre réduit de la sonde, ça veut dire que vous allez avoir des pressions d'insufflation qui sont fortes. Donc on se fait un petit peu peur, mais il faut relativiser ça par rapport à l'augmentation de la résistance de la sonde d'intubation. Hein, on est obligé souvent d'intuber un peu d'un calibre inférieur. Et puis c'est des patients qui ont facilement un stridor et facilement des complications respiratoires parce qu'ils ont une anomalie de la fonction endobronchique et aussi une anomalie de leur surfactant. Donc tout est réuni pour, en post-opératoire, faire des complications respiratoires, des complications infectieuses. Et c'est des patients aussi qui risquent d'avoir d'hypoventiler du fait des anomalies trachéo-pharyngées et d'avoir facilement un syndrome obstructif au moment du sevrage de la ventilation. Donc, une fois qu'on sait tout ça, quand on va les extuber, on va faire attention, on va mettre des corticoïdes et puis on va facilement passer avec de la VNI, hein, si on ne veut pas se créer des problèmes. Alors, ils ont une maladie vasculaire pulmonaire précoce et qui aggrave l'HTAP de la cardiopathie dans la phase initiale, et dans la phase préopératoire et dans la phase post-opératoire. Mais une fois que c'est contrôlé, que c'est réparé, à distance, c'est des patients, comme j'ai dit tout à l'heure, finalement font peu d'HTAP sur le long terme. Ils ont une tendance à la bradycardie lorsqu'on va utiliser, on va être en anesthésie générale, donc il faut avoir les drogues qui permettent de les accélérer. Et puis ils ont une tendance, ça avait été démontré déjà il y a bien longtemps, ils ont plus de réactivité inflammatoire parce que des sécrétions d'interleukine et entre autres l'IL-1 plus importantes et l'IL-6 plus importantes que les autres. Donc quand on associe tous ces éléments-là, c'est les rois pour vous faire de la surinfection pulmonaire en post-opératoire. La CEC par elle-même entraîne un syndrome d'immunodépression pour tout le monde, mais chez eux, ça va être plus avec les particularités pulmonaires dont on a parlé et trachéobronchiques. Vous voyez que tout est rassemblé pour que ce soit des patients qui aient des complications infectieuses respiratoires. Donc, fort risque d'œdème laryngé en post-extubation, et c'est sur ces patients-là qu'on a développé les stratégies systématiques d'utiliser des aérosols adrénalinés plus des corticoïdes en IV. Alors, cette stratégie chez le trisomique s'est développée de façon à éviter les œdèmes laryngés et les réintubations sur ces patients. Et finalement, il y a beaucoup de centres, maintenant la plupart, ont tendance à prendre ces mesures-là pour tous les patients. Alors, pas forcément le sérum adrénaliné, mais surtout les corticoïdes avant l'extubation. Et puis ensuite, le fait d'avoir des aérosols pour limiter au maximum le risque d'œdème laryngé. Et si jamais il y a le moindre doute sur un patient non trisomique, on rajoute de l'adrénaline dans l'aérosol.
Un autre élément aussi, c'est sur ces patients-là qu'on a développé très vite le décubitus ventral. Parce que vu tous les problèmes qu'ils ont en termes de risque de troubles de ventilation et d'atelectasie dans le post-opératoire, dès que les patients restent un petit peu trop longtemps en réanimation, il faut vite faire la broche, il faut vite les tourner dans tous les sens, de façon à essayer de recruter le plus vite possible. Et toutes ces mesures-là ont été efficaces sur les trisomiques. Alors, la CEC de ces patients, s'il y a bien des patients sur lesquels l'hémofiltration a un intérêt, c'est bien eux, parce qu'ils sont à risque d'HTAP en post-opératoire, ils sont à risque de complications pulmonaires, et en plus, ils ont une tendance à avoir un syndrome inflammatoire naturel plus important que les autres. L'hémofiltration tend à retirer un certain nombre de médiateurs de l'inflammation pendant qu'on l'utilise. Donc, il ne faut pas se priver en péropératoire pour utiliser l'hémofiltration, en plus de contrôler les secteurs hydriques du patient. Le monitoring, je ne saurais trop vous encourager à avoir un monitoring très complet sur ces patients, avec les cathéters AP qui me permettent de mesurer la SVO2. Et donc, ce monitoring-là va nous permettre d'avoir des conditions d'arrêt de la CEC dans lesquelles on va pouvoir analyser l'ensemble des données. Premièrement, les données échographiques, le chirurgien vous en a parlé tout à l'heure, c'est extrêmement important de pouvoir évaluer la qualité de la réparation, parce que si la réparation sur la valve mitrale n'est pas satisfaisante, finir une opération à un CAV complet avec une fuite mitrale importante, ça va être extrêmement compliqué en post-opératoire. Vous aurez donc cette menace d'HTAP post-capillaire permanente avec une fuite. Et puis d'autre part, les conséquences de la CEC sur l'endothélium pulmonaire, vous allez faire un magnifique bouquet d'HTAP, tout est réuni. Donc, il faut faire en sorte, autant que peut faire le chirurgien, mais il faut que la réparation de la valve mitrale soit la plus correcte possible. Alors, il y a des limites, quelquefois, ils n'ont pas suffisamment de tissu valvulaire pour le faire, et quelquefois, on est obligé d'aller à un arrêt de la CEC dans des conditions chaotiques. C'est-à-dire qu'il y a une grosse fuite mitrale, le chirurgien dit « je ne peux pas faire mieux » et là vous dites eh ben, le post-opératoire va être diablement compliqué et on y va quand même. Donc, sur ces patients-là, vous avez intérêt vraiment à bien les équiper et il faut bien sûr que le chirurgien vous mette un cathéter dans l'oreillette gauche. Hein, une fois, toute chirurgie qui a un clampage long, toute chirurgie sur laquelle on a fait une plastie de la valve mitrale, la mesure de la pression dans l'oreillette gauche est essentielle. Parce que quand vous faites une plastie sur une valve mitrale, que ce soit un CAV ou que ce soit un patient qui avait une mitrale congénitale, le risque majeur d'une plastie, c'est quoi? C'est qu'elle lâche. Et elle lâche secondairement et ça ne prévient pas quand ça lâche. Mais il y a un élément qui va tout de suite bouger. Vous avez votre mesure de la pression de l'oreillette gauche qui est stable. 8, 9, tout va bien. Et à 3 h du matin, d'un seul coup, l'infirmière dit bah, « Qu'est-ce qui se passe? C'est passé à 15, 16. » Alors on refait le zéro, on vérifie tout est bon. Mais elle est passée. Qu'est-ce qu'on fait immédiatement? Écho. Et c'est une plastique qui a lâché. Et sincèrement, les plastiques qui lâchent, ce n'est pas exceptionnel. Par contre, si on ne la voit pas, ça a des conséquences très graves, alors que si on s'en rend compte très très vite, eh bien c'est retour au bloc opératoire et moindre frais pour le malade. Alors, les risques post-opératoires, vous avez compris, premièrement, les risques d'HTAP, ensuite, le risque du shunt résiduel sur la CIV. Alors là, ce n'est pas une bonne idée, ça. C'est vraiment pas une bonne idée parce que vous allez sur un patient qui va avoir de la réactivité pulmonaire très forte sur ses vaisseaux pulmonaires. Si en plus on continue de lui apporter de l'hyperdébit à cause du shunt, vous êtes dans l'impasse. Pourquoi? Parce que si vous avez un dilatateur pulmonaire, vous aggravez le shunt gauche-droit. Donc c'est une situation délicate. Le shunt résiduel, à moins qu'il soit vraiment très très limité, autour de 2 mm et inférieur, en général, c'est retour au bloc opératoire. Donc c'est pour ça que l'écho en paire CEC, en fin de CEC, elle est extrêmement importante pour rechercher la fuite mitrale, pour rechercher le shunt résiduel. Donc par exemple, à l'examen, c'est
que recherche l'échographie sur un CAV complet réparé, par exemple. Hein, ça, c'est une question intéressante. Il y a plein de choses à dire. Pardon? Par exemple. Non, mais ça, c'est une question intéressante. Hein. C'est que ce que vous attendez de l'examen échographique en post-opératoire immédiat. Quand on dit post-opératoire immédiat, ça peut être en fin de CEC, parce qu'on est plus malin, hein, on le fait à la fin de la CEC, parce que si jamais il y a des anomalies qu'il faut réparer, ben, il suffit de remonter le débit de la CEC, on répare tout de suite. Si maintenant, on n'a pas fait l'écho au bloc, mais qu'on l'a fait en réanimation 2 heures après et qu'on voit la même chose, eh ben, il faut prendre le malade, retourner au bloc opératoire. C'est un peu bête, quoi. On aurait pu faire ça, tout ça sur place. Donc, l'écho post-opératoire immédiat, c'est celle-là. Hein. C'est celle entre la fin de la CEC et l'arrivée en réanimation. Donc, cette évaluation de la valve mitrale, elle est très importante. S'il y a une fuite, on peut encore faire avec. On peut gérer. Par contre, s'il y a un rétrécissement, on est terriblement embêté. Pourquoi c'est très embêtant sur un CAV complet d'avoir une réparation de valve mitrale qui serait plutôt sténosante? Pourquoi? Ça majore l'HTAP, oui, mais encore, ça vous empêche de traiter l'HTAP. Parce que plus vous allez mettre de vasodilatateurs pulmonaires, plus vous allez augmenter la précharge gauche qui est bloquée. Et donc, vous allez vous trouver dans une situation de surcharge pulmonaire majeure. Vous mettez des vasodilatateurs, vous augmentez le débit pulmonaire, mais de l'autre côté, là, il y a des situations de sténose des veines pulmonaires dans les RVPA complets. Là, c'est la sténose c'est un rétrécissement mitral. Et donc, l'utilisation des vasodilatateurs pulmonaires est fortement, elle n'est pas contre-indiquée, mais elle est fortement, elle nécessite absolument une réflexion sur la tolérance. Je mets des vasodilatateurs pulmonaires, mais je sais en même temps que mon malade a une composante de rétrécissement mitral. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va traiter quand même l'HTAP, on regarde ce qui se passe au niveau des pressions et des SVO2 quand on a 10 ppm de NO par exemple, et en même temps on fait l'échographie et on regarde comment supporte cette oreillette gauche, est-ce qu'elle se dilate énormément, et on regarde la pression dans l'oreillette gauche, est-ce qu'elle monte beaucoup, quelle est la tolérance au vasodilatateur. Mais si vous ne pouvez rien faire, alors là on est malade, il faut bien la contrôler de temps en temps parce que sinon vous ne pourrez jamais réveiller le malade. Et de l'autre côté, vous avez une OG qui monte tout de suite dès qu'on met un peu de NO. C'est une impasse. Donc, c'est très important dans l'évaluation au bloc opératoire de voir s'il y a une composante de rétrécissement dans la réparation. Et ça arrive, hein. Ça arrive, il suffit qu'ils mettent un point de trop et c'est sténosant. Donc là, ça serait vraiment, comme il a fini son topo tout à l'heure, François, c'est vraiment un élément à discuter entre le cardiologue, le chirurgien, le réa, en disant « Ah non, non, ça ne va pas le faire ». Avec un traitement comme ça, on va être dans l'impasse, surtout c'est un patient qui va faire de l'HTAP. Vous voyez, cette donnée, elle est très importante. Ensuite, on est à risque de BAV parce qu'on a touché, on a refait la croix du cœur, on est à risque. On est à risque de dysfonction ventriculaire parce que c'est des réparations qui sont relativement longues, qu'on va clamper l'aorte, qu'on aura une protection plus ou moins adaptée et donc on peut avoir des ventricules qui ne marchent pas très bien et surtout, le ventricule droit, s'il ne marche pas très bien, il a de l'HTAP, ça équivaut à un barrage à sa post-charge. Hein. Son éjection va être limitée par l'augmentation de la réactivité pulmonaire. Ce VD, il va s'épuiser. Et s'il a déjà été atteint par le clampage aortique, la longue durée de CEC, vous avez un VD qui va être défaillant face à l'HTAP. Donc ça veut dire qu'on utilise à la fois des vasodilatateurs pulmonaires pour lui permettre d'éjecter correctement, mais en même temps on va l'aider. On va l'aider avec des supports inotropes. Et puis on arrive aux particularités du trisomique, risque majeur de troubles et de surinfection pulmonaire. Hein, vous savez, les risques de surinfection pulmonaire, vous vous rappelez qu'on a parlé d'HTAP, que Marilyn Lévy vous en a parlé. On a des patients qui ont eu de l'hyperdébit pulmonaire, donc ils ont un arbre vasculaire qui est dilaté d'une façon générale et qui rentre en conflit avec l'arbre trachéobronchique.
Et donc, il y a des vrais risques, rien que du fait de la dilatation des vaisseaux pulmonaires, d'entraîner directement des troubles de ventilation et ça favorise la télectasie, la stagnation et donc l'infection. Donc, c'est vraiment les candidats pour, et encore plus que simplement les CIV, parce qu'eux, ils ont un terrain particulier, on l'a dit, avec des risques sur moins des interleukines inflammatoires qui sont élevés, avec une modification de l'endothélium bronchique. Donc c'est vraiment des patients à très fort risque de surinfection pulmonaire. Et puis la cerise sur le gâteau, une fois que vous croyez que tout est bien, vous allez pouvoir l'extuber, bon, il va faire une dyspnée laryngée. Donc, un CAV complet dans une réa, c'est un cadeau. C'est un beau cadeau pour la réanimation. C'est les malades sur lesquels, je peux le dire a posteriori, grâce à eux, on a fait des progrès énormes dans plein de choses parce qu'ils avaient tellement de complications, il a fallu travailler dans plein de domaines différents pour progresser. Donc, votre stratégie de réanimation, en général, la première des choses à faire, vous allez devoir baisser les résistances vasculaires pulmonaires. Donc, c'est comme je disais hier, comment est-ce qu'on joue? Quels sont les moyens à notre portée pour baisser les résistances vasculaires pulmonaires? On fait attention à ne pas les laisser en hypercapnie, on fait attention à ce qu'ils ne soient pas en acidose, à ce qu'ils ne soient pas hypoxiques, et puis qu'ils aient une analgésie adaptée. C'est pas, surtout les petits trisomiques, ce n'est pas facile, hein. Il faut arriver à trouver le bon niveau de sédation. Un trisomique qui s'agite dans tous les sens, qui pédale sous son ventilateur, ce n'est pas du tout une bonne chose, à la fois pour lui, et puis les conséquences que ça va avoir sur ses résistances vasculaires pulmonaires. Ensuite, il est très important d'évaluer la fonction ventriculaire droite, comme j'ai commencé à vous dire, parce que cette fonction ventriculaire droite, elle doit être performante. Il va y avoir un barrage, il faut que le ventricule puisse s'éjecter, et c'est là où on va avoir besoin de supports. Il faut à la fois des supports inotropes et il faut des supports inodilatateurs. Il faut pouvoir avoir des drogues qui baissent les résistances vasculaires pulmonaires. Alors ça, la milrinone, le lévosimendan font ça très très bien, et en même temps, il faut pouvoir augmenter l'inotropisme. Donc, de l'adrénaline, un peu d'adrénaline ou de la dobutamine, c'est des choses tout à fait nécessaires. Là, on est un objectif, favoriser la fonction ventriculaire droite et évidemment le monoxyde d'azote. Hein, le NO a tout changé dans la mesure où vous n'avez pas votre problème sur la mitrale dont on a parlé tout à l'heure. Donc, il va falloir diminuer la post-charge du VG pour favoriser aussi son éjection parce que c'est des VG qui, là aussi, peuvent avoir subi beaucoup lié à la durée de l'opération. Il faut des vasodilatateurs. Et donc, c'est pour ça que les drogues milrinone, lévo sont intéressantes parce que ce sont des inodilatateurs qui ont un effet à la fois inotrope, mais en même temps, ils baissent les résistances systémiques et pulmonaires. Et celui qui le fait le plus, c'est le lévosimendan. Donc, rien que des drogues comme ça, ça va vraiment aller dans le bon sens de la prise en charge de ces patients, plus ou moins associés avec des inotropes purs, comme l'adrénaline ou la dobutamine, pour passer le cap. Et je l'ai dit tout à l'heure, si jamais vous avez une réparation qui est à tendance de sténose, prudence avec les vasodilatateurs pulmonaires, évaluez les conséquences de l'utilisation. Et donc pour la fonction gauche, on ne fait pas les drogues pour la droite, les drogues pour la gauche, là c'est les mêmes drogues, elles vont toutes avoir le même intérêt sur le ventricule gauche, je vous l'ai dit. Donc l'évaluation de ces patients-là, c'est très important de surveiller le profil des pressions pulmonaires, mais encore plus le profil de la SVO2 et aussi de la NIRS, parce que maintenant vous savez que les deux sont bien associés. Mais comme on l'avait parlé, on l'avait expliqué dans le cours sur HTAP, l'évolution de ce profil en fonction des moments de la réanimation où on agresse le malade. Quel moment où on l'agresse? Je vous l'avais dit, c'est l'aspiration trachéale. Eh bien, la façon dont la SVO2 va s'écrouler quand on fait une stimulation directe sur la trachée et finalement les poumons et les vaisseaux pulmonaires, c'est très intéressant de savoir, ça vous permet de savoir si le malade tolère bien avec des résistances vasculaires pulmonaires relativement stables et inversement, si à chaque fois qu'on aspire, il y a des chutes de SVO2, des ascensions de PAP, ça veut dire que le patient a une très forte réactivité et qu'il va falloir attendre un certain temps, un certain nombre de jours qui se stabilise. Et si, lorsque j'aspire, j'ai la SVO2 qui s'écroule et les PAP qui ne montent pas, je pense à quoi? On se réveille, on se réveille. On pense à quoi? Le VD, voilà, on pense au VD.
Attention, c'est pas tiens, la SVO2 elle marche pas, elle baisse, et alors que la PAP est normale, tout va bien. Non, 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 non. Si la SVO2, puis en plus vous avez une NIRS, tout ça, ça s'écroule. Alors que la PAP reste stable, vite, allez voir le VD. En écho, vite, vite, parce que c'est le VD qui est en train d'être défaillant et il faut réagir rapidement. Donc, vous avez un premier cas de figure. Vous avez le CAV idéal. On l'a opéré, la réparation est bonne, le résultat est correct sur le plan anatomique, et puis on se rend compte que ces PAP sont relativement basses, qu'il a une bonne tolérance, je vous promets, il y en a. Bonne fonction ventriculaire, il n'y a pas d'IM. Celui-là, il n'y a pas de raison. Et au contraire, pourquoi au contraire? Il faut aller vers l'extubation la plus rapide possible. Pourquoi? Pour vraiment prévenir tous les troubles de ventilation. Hein. Il y a une époque, on était presque trop prudent sur ces patients-là, on avait tellement de difficultés que lorsqu'on avait un patient qui avait une PAP qui était relativement stable, la réparation qui était bonne, on avait tendance à y aller doucement quand même. Et on se rendait compte quelquefois pour l'extuber, parce qu'on commençait à avoir des troubles de ventilation et pire encore, de la surinfection pulmonaire. Donc il y a un moment, il faut aller assez vite sur ces patients si on peut. Ben, si ça ne marche pas, on va le réintuber et voilà. Mais on peut passer le cap très vite. Hein, et ça, il faut oser y aller hein, parce qu'on est assez craintif sur ces patients. Maintenant, vous avez un autre cas de figure. Les PAP sont plutôt élevés. La SVO2 est relativement stable, comme je disais tout à l'heure. Quand on l'aspire, finalement, ça ne se passe pas trop mal. On met en place les traitements préventifs, entre autres le NO, on va suivre avec les vasodilatateurs pulmonaires et on essaye d'aller vers l'extubation. Et je vous recommande de passer vers l'extubation avec des sevrages en PC et puis on passe en VNI. Hein. C'est vraiment les patients, il faut les atterrir tout doucement. La stratégie de sevrage de ventilation, vous pouvez la débuter rapidement. Alors vous prendrez votre temps par étape avec un malade qui ventile. Quand on fait de la NAVA, c'est très bien. Et puis après, une fois qu'on l'extube, je vous conseille vraiment de passer avec de la VNI au masque, par exemple, de façon à éviter... Le fait de mettre de la VNI avec une petite pipe résiduelle pour la prévention de l'œdème laryngé, c'est extrêmement intéressant. Hein. Donc vous passez le cap comme ça en douceur, plutôt que vous avez extubé le malade et puis 2-3 heures après, on vous dit « tiens, viens voir, il respire bizarrement ». Là, c'est pas bon. L'œdème laryngé du trisomique, c'est sportif à réintuber. Hein. On avait déjà mis une 3 au lieu de mettre une 3,5, vous risquez de mettre une 2,5. Donc vous voyez un petit peu la catastrophe, il hein. Faut pas se louper. Et puis vous avez les patients qui font de l'HTAP et qui ont une grande instabilité de SVO2. Chaque fois qu'on aspire, chaque fois qu'il ouvre un œil, boum, la SVO2 s'écroule. Méfiance, traitement spécifique et on va les sédater et les sédater fort. C'est-à-dire, voilà, typiquement les patients qu'on va réendormir et curariser. Parce qu'il faut qu'ils arrêtent de faire de la réactivité à tout bout de champ. Hein. Donc on est parti pour l'anesthésie générale curarisée 2, 3, 4 jours, le temps que ça passe. Mais l'ennui, c'est que plus on est obligé de les traiter comme ça, sédatés, plus on s'expose à ce que on tombe dans les complications pulmonaires, la surinfection. Et vous vous rappelez, la surinfection pulmonaire entretient et maintient l'HTAP. Et bon, on est parti pour 3 semaines sur ces patients quand on fait ça. Après, il y a les mauvaises réparations, l'évolution réanimation. Si vous avez une IM importante, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas faire autrement. J'ai le souvenir d'un petit trisomique qui a pas mal d'années, qui était réparé avec une IM qui fuyait comme un panier. C'était vraiment, le chirurgien jurait, c'est grand Dieu, je ne peux rien faire, je ne peux rien faire. Et il y avait ce petit trisomique qui était là. Je l'ai gardé 2 mois en réanimation. Et à l'époque, j'avais été obligé de le dialyser, en dialyse péritonéale. Et dans les phases de sevrage de ventilation, j'étais en dialyse péritonéale, mais on commençait petit à petit à essayer de le faire respirer. J'avais essayé de le passer dans une réa médicale pédiatrique et je m'étais fait injurier. Quelle idée de dialyser un trisomique. J'ai dit, c'est rien la dialyse par rapport à l'opération qu'on a fait sur le cœur. La dialyse, excusez-moi, c'est rien du tout. Mais toujours est-il qu'après 2 mois de réa, on s'en est sorti. Et on a eu la surprise de voir au retour de cet enfant 6 mois plus tard que finalement cette fuite avait pas mal diminué.
Pourquoi? Parce qu'il y a un remodeling très conséquent du ventricule gauche. Et donc, c'était vraiment une cause perdue initialement, hein. Tout le monde était certain qu'on allait échouer sur ce patient. Et en fait, sur le très long terme, on se rend compte que ça vaut la peine. Donc, c'est tout à fait particulier. La façon dont le ventricule gauche sur un CAV complet va se remodeler laisse un certain espoir. Donc, on ne baisse pas les bras tout de suite. Là où c'est problème, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai bien expliqué sur le rétrécissement mitral. Et là, c'est une vraie discussion avec le chirurgien. Ça vaut la peine de faire une reprise parce qu'il y a toujours moyen de relâcher un petit peu ce qui a été fait dans la réparation. La défaillance VG, c'est comme d'habitude, on en a déjà parlé plein de fois. On met les traitements qu'il faut, on attend le temps que ça récupère. Et puis, si jamais il y a des réparations qui ne sont pas optimales, c'est déjà arrivé, c'est un patch qui va être dans la voie d'éjection aortique, dans le ventricule gauche, et qui peut faire obstacle. Donc là, c'est des choses qu'on ne voit plus trop, parce que tout de suite, ça va se repérer à l'échographie post-opératoire immédiat, hein. Voilà le genre de choses qu'on va chercher à détecter. Est-ce que le patch tombe bien? Est-ce que ça ne fait pas obstacle dans la voie d'éjection? Alors, les traitements complémentaires, sur l'HTAP, ce n'est pas tellement complémentaire, c'est qu'on va associer tous les traitements nécessaires. C'est-à-dire que si vous êtes certain qu'il n'y a pas de shunt gauche-droit, si vous mettez du Héno à forte dose et que ça ne suffit pas, eh bien, vous faites comme je vous l'ai déjà expliqué dans les cours sur HTAP, on n'hésite pas à faire une sommation des produits. On va mettre des prostanoïdes, alors maintenant c'est plus le Flolan, mais c'est l'Iloprost en aérosol, ça marche bien, et on va associer les vasodilatateurs pulmonaires Péros, avec la précaution à prendre sur ces malades, c'est que si jamais ils ont déjà des troubles de ventilation, eh bien on ne met pas encore les vasodilatateurs, hein, parce que ça va augmenter l'effet shunt et ça va vous faire baisser la PO2. Donc voilà des patients sur lesquels on ne peut pas bombarder tout de suite avec tous les produits. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va associer l'Iloprost en aérosol. Après, voilà ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vu le contexte des trisomiques, c'est assez intéressant d'utiliser de la thyroxine, voire même systématiquement sur les trisomiques, parce qu'ils ont une tendance à être en hypothyroïdisme. Il a été démontré qu'à partir du moment où on fait de la CEC, c'est valable pour toutes les hormones, on tend à les faire baisser parce qu'on a dilué complètement les patients et temporairement, ils ont une tendance à être hypo sur la plupart des hormones. Et le fait d'avoir, on a fait des études aussi comme d'autres centres, hein, on a dosé ça, la plupart des trisomiques dans le post-op immédiat, ils passent par une phase d'hypothyroïdisme. L'importance de mettre de la thyroxine qui va renforcer l'inotropisme, c'est vraiment très important, hein. Donc, sur la plupart des trisomiques, on a des protocoles de thyroxine systématique en post-opératoire. Ça a été démontré il y a longtemps, mais maintenant c'est appliqué à grande échelle. Alors, les complications, pour finir, l'infection est extrêmement fréquente chez ces patients, vous avez compris. Surtout sur le secteur pulmonaire et trachéobronchique. Ensuite, le problème de l'HTAP. Le problème de l'HTAP, il s'est transformé complètement avec l'avènement du Héno. Avant, le CAV complet autour de 1 à 2 mois, c'était mort à 100%, quasiment. Impossible de s'en sortir sur le plan de la réanimation et de l'HTAP avec des décès extrêmement forts. Depuis, ça devient, je vais vous montrer les courbes tout à l'heure, les crises d'HTAP sévères maintenant, c'est vraiment un petit pourcentage des patients qui vont vraiment faire des crises d'HTAP, qui vont poser des problèmes parce qu'on est beaucoup plus dans la prévention de ces tableaux et puis surtout dans le monitoring. C'est-à-dire qu'on commence à voir l'instabilité du patient et on commence à traiter. On n'attend pas que ça soit un mode de révélation, ça y est, il fait une crise d'HTAP, il meurt. Ça n'existe plus ça parce qu'on monitore. Enfin bon, il n'y a pas si longtemps, il y avait encore certains services qui ne mettaient pas de KTAP sur les CAV complets. Faites comme vous voulez, mais enfin, ce n'est pas très raisonnable, hein. D'ailleurs, s'il y avait un accident actuellement sur un patient qui a un CAV complet et on montre qu'il est mort de HTAP et qu'il n'y avait pas de KTAP, voilà, je ne voudrais pas être le médecin, hein, parce que les experts, personne ne va les louper en disant mais pourquoi il n'y a pas eu de KTAP. Donc je pense que c'est vraiment pas raisonnable de se laisser aller, de travailler comme ça.
Donc le Hainaut a tout changé là-dessus. Et ça, c'est le travail qu'on avait fait à l'époque à Paris, à l'hôpital Laennec, même avant Necker. Mais c'est intéressant sur le plan historique, c'est que je vous ai déjà montré cette diapo, je crois, dans le cours d'HTAP, mais vous voyez un petit peu d'où on venait avec les CAV complets par rapport aux CAV partiels, avec une mortalité dans les fins des années 80 qui était, vous voyez, 80% de mortalité. Est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire? 80% de mortalité. Donc, même dans le travail tous les jours, oh bah non, je ne vais pas faire un CAV, on va le tuer encore. Donc, on n'y allait pas, quoi. C'était vraiment très dur. Et puis, on les a améliorés là quand on a commencé à faire de l'hémofiltration per CEC. On a mieux contrôlé les choses. Et puis, l'arrivée du Hainaut, là, 92, a tout changé. Et depuis, on est arrivé à des résultats. Maintenant, c'est dans les CAV complets, on a une mortalité qui est très faible actuellement. Alors, pour finir, des petits cas cliniques, avant d'aller manger. Ici, c'est un trisomique, bien sûr. 8, on fait sa cure complète à 4 mois à 4,5 kg. Il sort avec de l'adrénaline, du chorotrope. À l'écho, on voit une hypokinésie, dilatation du VG, on augmente les inotropes. Dès le premier jour, il fait de l'HTAP, mais relativement modéré. Par contre, il y a des sécrétions abondantes. Et ça ne va pas bien aller. Syndrome inflammatoire majeur, et on retrouve une moraxelle dans les sécrétions. Par ailleurs, le VG, il s'améliore, mais là, à J5, il fait beaucoup d'HTAP sous Hainaut. Mais à J7, on est obligé d'arrêter le Hainaut parce qu'à l'écho, on se rend compte qu'il y a un petit shunt résiduel. Donc, c'est toujours le problème majeur. Alors, quelquefois, les gens ont une attitude drastique, ils arrêtent tout de suite, alors que le shunt est minime. Peut-être qu'on pouvait garder, on n'alimente pas trop de shunt. Quand vous faites ça, il faut le faire en même temps que vous mesurez le flux sur le shunt. Hein. C'est très important de voir ce qui se passe parce que quelquefois, on se rend compte qu'on arrive à continuer à mettre du Hainaut sans alimenter de façon importante le shunt. Finalement, à J10, on pourra l'extuber et on continue en VNI, très important. À J11, le sevrage des inotropes et vous voyez, après 15 jours, il va sortir de réa. L'évolution de ce patient était correcte et on note ce petit shunt résiduel il va rester avec. Un autre cas clinique, alors lui, il avait un poids de naissance de 1,5 kg. Il a besoin de faire de cerclage et ils sont allés à la chirurgie vers le 4e mois à 3,5 kg, mais il devait être bien chargé sur le plan pulmonaire. La cure complète a été faite avec les drogues habituelles. D'emblée, l'écho au bloc montre qu'il y a un petit shunt résiduel avec hypertrophie septale et les PAP sont basses. Bah, probablement, ça protège. Probablement, il y a l'éjection du VD, ce qui explique pourquoi les PAP seraient basses. Et on peut l'extuber vite, sous Hainaut. On est assez content de nous. On a fait ce qu'il fallait. Attention à la suite, syndrome inflammatoire avec CRP élevé, augmentation de la réactivité pulmonaire. Boum, c'est parti. Là, immédiatement, il va faire de l'HTAP. Surinfection pulmonaire, en plus, on trouve les prélèvements reviennent. Parce que souvent, c'est les malades sur lesquels on profite de l'intubation au bloc pour faire un prélèvement distal protégé. C'est vraiment très important parce qu'on en découvre des surprises. Hein. Même si auparavant il n'avait pas de CRP, même s'il n'y avait pas de signe particulier, mais il faut profiter de l'intervention pour faire des prélèvements qui vont vous revenir secondairement. Et là, vous avez, ah oui d'accord, il y avait ça dans les poumons. À J2, donc on va le réintuber, Hainaut, sildenafil. On va le sédater parce qu'il fait beaucoup d'HTAP et on attend. On va arriver à le sevrer, vous voyez, 15 jours avant de pouvoir sevrer de la ventilation. Et puis, dans la foulée, on va sevrer les inotropes. On va faire un relais avec du sildenafil pour pouvoir arrêter le Hainaut et il va sortir de réanimation. Vous voyez un petit peu le parcours là, ces patients, une fois qu'ils se surinfectent, c'est parti pour un certain temps. Le dernier, un trisomique de 7 mois, 7 kg, il n'a pas beaucoup grossi. Il a fait des épisodes de surinfection pulmonaire à répétition. L'écho montre qu'il y a un gros retour veineux pulmonaire à l'oreillette gauche. Un bon débit, quoi. Bon débit pulmonaire. Large CIA et CV d'admission, VAV peu fuyante. Alors ça le protège relativement. Hein. Sa valve mitrale peu fuyante. Un flux VDAP à 2, là aussi un peu protégé. AP, tronc et branche dilatés. Un QPQS à 4, ça pourrait être pire. Cure complète, la CEC 94 minutes, un clampage. Vous voyez la réparation, le chirurgien, il s'amuse pendant un certain temps, 73 minutes.
il va être ultrafiltré, on sort en rythme sinusal avec des drogues. L'écho à la sortie, VG bonne cinétique, minime IM, elle n'était déjà pas conséquente auparavant, pas de JCIV en place, une PVD qui est évaluée à 30, J instable, pas d'HTAP, faible sédation, on va l'extuber, il va aller vite. Donc, vous avez vu celui-là, en fait, on voit bien que dans la malformation initiale, il y avait un peu de protection pulmonaire, il y avait une valve qui était pas si fuyante que ça. Voilà une bonne forme sur laquelle on peut aller vite. Ça dépend complètement de la forme anatomique du CAV. Et puis, donc pour finir, donc le CAV complet, la plupart du temps, c'est des trisomiques, c'est des patients à risque d'HTAP, il faut des traitements efficaces. La problématique de la décision cerclage cure complète, quelquefois, et je vous invite, anesthésistes, réanimateurs cardio, à parler ensemble avec, parce qu'il y a l'aspect de la réparation chirurgicale, le chirurgien dit la malformation, je peux la réparer, bah oui, c'est sûr, ça c'est le cœur, par contre, ça ne vous dit pas le reste. Hein. Donc, attention aux discussions par rapport à est-ce que ce ne serait pas mieux de passer d'abord par un cerclage et puis quelques temps plus tard, on fera une cure complète. Intervenez dans ce staff. C'est vraiment des patients à risque de réa prolongé en fonction de la forme anatomique. Hein. Quand vous jouez sur quelques lits de réanimation, prévenez bien les gens, attention, on est un CAV complet, mais on ne sait pas combien de temps il va rester. Surtout qu'apparemment, c'est un malade qui fait beaucoup de troubles de ventilation et qui a une très forte fuite mitrale. Donc, vous voyez, vous pouvez déjà avoir l'idée que celui-là, il est au moins là pour une semaine, au moins 10 jours. Si c'est une forme parfaite, vous pouvez vous dire, bon, on va aller en quelques jours. Le coup classique, c'est quand vous faites des malades comme ça pour des associations humanitaires, hein, mécénat de chirurgie cardiaque. Il y a toujours l'envie sur ces malades-là que ça coûte le moins cher possible. Donc, on va très vite. Et on vous met la pression. On fait un CAV complet, puis vite derrière, il va falloir qu'il reste pas longtemps en réa. Oui, mais typiquement, c'est les malades qui ont toutes les chances ou tous les risques de rester longtemps en réanimation. Donc, vous ne pouvez pas vous engager en disant « oui, on va faire 2 jours ». Non, vous ne pouvez absolument rien dire. Donc, attention à ces risques de surinfection pulmonaire. D'une façon générale, les résultats ne sont pas mauvais, même si c'est de la bonne galère de réanimation. On les sort avec des statistiques maintenant tout à fait favorables, mais que, comme vous l'a expliqué le chirurgien, tout dépend de cette valve mitrale. Vous avez vu que des valves mitrales qui fuient modérément, ça va aller bien. Des fois, il y a des telles anomalies mitrales que le chirurgien dit « mais je n'ai pas assez de tissu pour faire quelque chose d'étanche ». Donc, et puis de là à mettre une valve mécanique, c'est extrêmement complexe. Ça s'est fait, mais c'est quand même très très rare. Et voilà, vous avez des questions? Je sais pas si vous avez compris, dans votre deuxième cas clinique, la réintubation à J2, NO plus sildenafil, alors qu'il y a une infection, on va pouvoir les intégrer. Ah ben c'est comme les copains, on fait des erreurs. Non, mais c'est pareil, le fait de mettre le NO sur la surinfection, oui, puisque c'est inhalé, ça va. Le sildenafil, c'est prématuré. Mais il a fallu un certain temps, là moi je donne des cas cliniques de notre histoire, hein, de mon histoire entre la NEC et Necker. Il a fallu un certain temps avant qu'on comprenne bien à quel point c'était pas bien de mettre des vasodilatateurs par voie générale parce que les conséquences sur l'hypoxie, c'est pas anodin. Hein. Maintenant on est beaucoup plus ferme là-dessus en disant non, tant qu'il y a des troubles de ventilation, mais il a fallu une certaine courbe d'apprentissage, donc lui il en fait partie. Il faut que je vous montre des malades sur lesquels on a fait des conneries, parce que sinon, ça ne vous apporte rien. Bon, allez, vous pouvez aller manger, il y a les petits tickets. Et 13h. Vous avez dit que la pression de OG serait très importante en cas de fuite mitrale. Oui, pression de l'oreille gauche, oui. Mais en cas de switch, quel est l'intérêt de switch? Oui. À une transpo des gros vaisseaux? Oui. Ah c'est très important parce que tu as un ventricule gauche qui est en position sous-pulmonaire avant qu'on opère. Une transpo des gros vaisseaux, le ventricule gauche il est en pression sous-pulmonaire. Ce ventricule gauche-là, si l'enfant a ses pressions pulmonaires qui ont baissé très vite, il n'est pas habitué à pousser avec beaucoup de pression. Donc on dit qu'il n'est pas préparé encore à être en position systémique. Okay. Et ensuite, tu fais une opération avec un clampage qui va durer au moins 1 heure. Okay. Donc, tu as 2 raisons d'avoir une dysfonction ventriculaire gauche qui apparaît. Et si jamais le chirurgien il a eu des problèmes avec les coronaires, c'est encore pire. Okay. Donc, c'est très important d'avoir un monitoring continu
de la pression de l'oreillette gauche parce que ça te donne un aspect de ce qui se passe dans le ventricule gauche. Tu vois, au milieu de la nuit, tu n'as pas l'échographie, tu vois, tu n'as pas tout ça. Donc la surveillance de la pression de l'oreillette gauche sur le switch, c'est quasiment obligatoire. Parce que ce ventricule gauche est extrêmement fragile. Ce qui est grave sur un ventricule gauche qui commence à se dilater après l'opération. Tu vas voir la pression qui est dans l'oreillette gauche, qui était à 8-9, elle monte à 15-20. Tu vois, elle monte. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton ventricule gauche est en train de se dilater. Si un ventricule gauche se dilate sur des coronaires qu'on viendrait implanter, qu'est-ce qui se passe? Ça les étire. Et d'un seul coup, tu peux avoir une baisse de la perfusion coronaire et il fébrile. Tu vois? Alors que si tu vois la mesure de la pression de l'oreillette gauche qui commence à monter, vite tu vas agir. Et c'est des situations dans lesquelles il m'est arrivé de faire une saignée. Ah oui, c'est-à-dire que j'ai prélevé du sang. La pression dans l'oreillette gauche était en train de monter à 15-20 et tu sais que ton ventricule gauche fait ça, eh ben, il faut impérativement, déjà la première chose, plus les drogues que tu vas mettre, mais il faut baisser sa volémie. Donc tu fais une saignée, donc avec une seringue, tu vides ton malade de façon à ce que sa pression d'OG redescende autour de 10 et là tu es sûr que son ventricule gauche il arrête de se dilater. Sinon la sanction c'est il fibrile à tous les coups. Parce que la réparation qui a été faite sur les coronaires, dans les tout premiers jours, elle n'est pas adaptable. Tu vois, il a fait des points. On ne joue pas avec les inotropes en même temps. Si, on va jouer en même temps, mais il faut que tu ailles plus vite. Le temps que tes inotropes agissent, fais ça. Tu le fais pisser, tu mets les inotropes, mais tu as intérêt à aller très très vite en baissant son volume, en faisant une saignée pour baisser sa pression d'oreillette gauche. Si on est au maximum pour les inotropes, vous avez dit 0,2. Assistance. Ah bah oui, sur un switch ECMO, tout de suite. Il faut que tu baisses la précharge de ton ventricule. Il faut que tu décharges le ventricule gauche, sinon tu vas avoir un défaut de perfusion coronaire et il va fébriler. Merci beaucoup. Une petite question, derrière, mais pourquoi on les opère pas un petit peu avant si un tel risque d'acheter? Ah bah non. Alors d'abord il y a aussi la réparation anatomique pour le chirurgien. C'est extrêmement compliqué d'aller réparer une mitrale à 3 kg. Ces mitrales-là, oui, il leur faut, c'est la raison. La CIV, ce ne serait pas le problème, mais c'est vraiment, et puis c'est pas que la CIV, c'est la croix du cœur. Hein, il faut il vous l'a montré tout à l'heure, hein, il faut fermer la CIV, il faut fermer la CIA et il faut les réparer. Donc il y a les réparations à un patch, en 2 patchs, et vraiment ça c'est compliqué. Plus le cœur est petit, plus c'est difficile pour eux de le faire correctement et on s'expose à des réparations insatisfaisantes. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a le poids optimal pour le chirurgien. Et après, il y a le fait de passer à quelque chose qui est un hyperdébit depuis quelque temps. Donc les bons timings, on en parlait tout à l'heure, là, on est entre 3 et 4 mois. Mais il y a des CAV complets, on en fait à 2 mois, on en fait… voilà. Après, c'est vraiment le chirurgien qui doit dire ben là, je peux le réparer, hein, je peux le faire. Et si on a le doute, c'est déjà arrivé par exemple que… Cerclage, et des fois il y a des formes, ils en ont parlé un peu au début, mais il y a des formes extrêmement sévères où ça confine presque au ventricule unique. Auquel cas, on ne va pas faire la réparation du CAV, on va faire un cerclage et puis on va faire le cours que vous allez avoir cet après-midi, on va aller vers un type de réparation en dérivation cavo-pulmonaire. Hein, il y a un certain nombre de CAV complets extrêmes, avec une anomalie mitrale majeure, avec un déséquilibre des 2 ventricules. Qui nécessite de réparer ça comme un ventricule unique. Auquel cas, on ne fermera pas la CIV, on va réparer la valve mitrale, oui, parce que tu ne peux pas faire une dérivation cavo-pulmonaire avec une fuite de la valve systémique, sinon ça ne marche pas. Par contre, on laisse la CIV. Ouais. Non, mais c'est la stratégie chirurgicale cardiologique, elle est compliquée hein, sur ces malades-là. Hein. Ouais, j'ai ma réponse. Il y a des bonnes formes et il y a des formes de merde. On revient vers quelle heure? 14h ou 13h30 14h on a dit, hein. 14h, oui. Vous avez pris les tickets, oui, c'est bon. À tout à l'heure.